Bonjour à tous, je suis Tim Guillois, le fondateur de Mindhunters. J'ai le grand plaisir d'inviter Kumar Ananda. Bonjour Kumar. Bonjour Tim. Qui est parmi nous. Et je voudrais pour nos auditeurs, parce que moi je te connais très très bien, que tu te présentes rapidement avant justement de donner ton avis de toutes ces différences culturelles entre l'Inde et la France, les différences de mindset, de culture, etc. Donc qui est Kumar Ananda en quelques mots? Voilà, volontiers. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a trop tendance à se présenter par rapport à ce qu'on fait. D'accord. On est directeur, on est commercial, on est CEO. Et on s'oublie souvent de se présenter par rapport à ce qu'on est. Moi, je veux plutôt te rentrer un peu dans mon intimité. D'accord. Te présenter un peu ce que je suis. Et après, on aura l'occasion, bien sûr, de parler de ce que je fais aujourd'hui, de mon parcours. Mon histoire, quelque part, mon histoire personnelle, donc j'ai un parcours qui fait que je suis aujourd'hui Kumar Ananda. Donc souvent, après autant d'années passées en Inde et en France, on me demande si je me sens français ou en Inde. Oui. Ou indien. Oui. Alors tu te sens français ou indien? Je me sens Kumar Ananda. Ok. Parce que en fait, il faut refuser de rentrer dans une case. On n'a pas besoin d'appartenir à une telle case, mais on a besoin de naviguer dans un contexte donné. Aujourd'hui, je suis fier quelque part d'avoir vécu en France, d'avoir compris comment ça fonctionne. Et j'ai aussi vécu en Inde, je dirais mes premières années ont été en Inde. Et ce qui fait aujourd'hui ma personnalité, mon parcours, je suis né en Inde, à Pondichéry. Je dirais, même si je rentre un peu dans le détail, j'étais techniquement conçu à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Ok. Voilà. Et mes parents étaient en transit. Je dirais, mon père allait être affecté en Allemagne. Donc, j'arrive effectivement avec ma mère accouche effectivement à Pondichéry, puis je rejoins mes parents, mon père notamment, une fois qu'ils étaient installés en Allemagne. Première en France, effectivement, plutôt en Europe, puis retour effectivement à Pondichéry. Donc, je vais passer une partie de ma vie, et notamment ma scolarité au lycée français de Pondichéry. Okay. Qui dépend de l'Académie de Rennes. Donc, une des raisons pour lesquelles je vais atterrir en Bretagne, je vais découvrir la Bretagne, je vais vivre avec une Bretonne pendant 5 ans, puis je me rends compte, effectivement, une Malouine, c'est comme les Malouins disaient, je suis ni français, ni Malouin, ni breton, je suis Malouin suis. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie de faire carrière à Saint-Malo. En Malouanie. Malouanie. Je suis rentré à Paris. Donc, effectivement, j'ai continué mes études. Je rentre évidemment dans l'univers bancaire, je rentre dans un univers qui m'était pas du tout dans lequel je voulais me destiner. Donc moi, quand j'ai quitté l'Inde, c'était pour faire des études dans l'histoire de l'art. J'atterris dans la banque, j'ai fait carrière, j'atterris dans d'autres univers. On en parlera un peu dans le détail. Aussi, pourquoi souvent le parcours que j'ai fait, effectivement, j'ai toujours eu la bougeotte. D'accord. J'ai toujours changé d'univers, d'endroit. Et pour moi, c'est ça qui me nourrit. C'est ça qui me nourrit et j'ai besoin de ce changement et de rencontres. Et je pense que tous les deux, on a aussi cette soif. Je dis toujours qu'on est un peu conçu comme l'univers. Donc, en nous, on a un univers toujours en expansion. Mais quand on rentre souvent dans des jobs qui sont trop normés, qui nous étouffent, on ne peut pas. Je pense qu'on est tous les deux aujourd'hui entrepreneurs pour des raisons qui sont les mêmes. Il y a des bonnes raisons, tout à fait, tout à fait. Ok, non, mais merci beaucoup pour cette première présentation, Kumar. Est-ce que tu pourrais nous dire, puisque dans le projet Mindset de l'époque, tu avais écrit un article absolument incroyable sur le mindset. Est-ce que déjà tu pourrais, pour nos auditeurs, nous donner ta propre définition du mindset et nous expliquer peut-être la différence de mindset après entre un mindset d'un Indien et d'un Français, par exemple? Pour moi, je pense que le mindset, effectivement, il y a les théories, il y a beaucoup de théories sur le mindset. Mais ce que moi, je retiens, tu le verras dans mon groupe WhatsApp, c'est mon tagline. Where there's a will, there's a way. Donc, la clé pour moi, c'est la volonté. Si on a la volonté, on peut devenir ce qu'on veut. Et aussi, le mindset, c'est quelque chose d'évolutif. C'est pas quelque chose de figé, de statique. On peut être quelque part, effectivement, dans un contexte précis, dans un univers précis. On peut avoir un mindset qui est plutôt limité, dans le sens où on n'est pas du tout dans la logique de growth mindset. Et quand le contexte change, on peut devenir dans le growth mindset. Tout dépend, effectivement, dans quel contexte on évolue. Et si le contexte, il est
veut dire, il est pertinent pour nous dans ce sens où si on peut s'intégrer dans ce contexte-là, où on peut faire changer le contexte. Il est très difficile, en général, dans un contexte donné qui est fermé, avoir un growth mindset. Parce que le contexte, effectivement, il peut aller contre ce qu'on veut faire. En général, on s'éjecte de ces contextes-là. Pour moi, le mindset, effectivement, c'est de toujours être capable d'accepter, pour moi, le contexte dans lequel on est. Des fois, si ça ne convient pas, aussi prendre le pari de sortir des trucs. Prendre des risques chaque fois, parce qu'en fait, l'univers est plein d'opportunités. Souvent, on s'enferme en disant on ne veut pas essayer parce qu'on a trop peur de prendre des risques. Mais donc, on est plutôt sur une volonté, en fait, when there is a way, there is a will. Autrement dit, je suis acteur de mon destin et c'est à moi de décider ce que j'ai envie de faire. C'est ça le mindset, selon toi? Pour moi, la volonté, elle est clé. Elle est clé parce que c'est ça qui va nous pousser, en fait, à devenir ce qu'on rêve. Si on n'a pas de rêve, on ne devient jamais ce qu'on veut dire. Personne n'est devenu un CEO, un président, sans avoir rêvé un jour. Oui, tout à fait. Tout le monde a rêvé de devenir quelque chose. Et s'il n'y a pas de rêve, s'il n'y a pas de volonté, on ne le devient pas. D'accord. Pardon, je repense à notre conversation en parlant de rêve. Dans ton article, tu parlais beaucoup de l'éducation des jeunes Indiens par rapport aux éducations des jeunes enfants. Est-ce que tu peux expliquer un peu aujourd'hui comment ça se passe? Comment est élevé un enfant indien par rapport à un enfant français? C'est déjà peut-être un... Merci Tim, ça me fait un peu, on va dire, ça me ramène un peu à mon enfance. Et aussi quand j'observe en France, comment mes neveux sont éduqués, comment effectivement mon entourage sont éduqués. Si moi j'étais éduqué de la même manière qu'on éduque aujourd'hui en France, je pense que j'ai jamais quitté l'Inde parce que ça aurait été trop risqué de quitter un pays, d'aller effectivement dans une culture inconnue. J'avais 18 ans quand je suis arrivé en Bretagne. D'accord. Donc c'était un territoire inconnu. Donc il y avait trop de risques. Donc aujourd'hui, je pense une des grandes distinctions que en tous les cas j'observe, ça évolue. Et souvent on a ce grand cliché sur les Indiens, ils disent toujours oui à tout. Et moi, j'ai une conviction que derrière ce oui de ces civilisations asiatiques, où souvent le non ne fait pas partie de l'éducation des enfants, on ouvre effectivement les enfants à explorer, à ne pas s'autolimiter. Quand un enfant qui n'a à peine 3 ans, 4 ans, on lui interdit et qu'on lui récite le code civil, il n'a pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ça, ça veut dire qu'on formate le cerveau. On coupe le cerveau sur ces zones d'opportunité. En France, là tu parles. En France, d'une manière, effectivement, dans toutes les sociétés, civilisations qui sont matures, où tout est normé. Où, en fait, on forme souvent les gens à occuper des jobs, à être performants sur des choses. Et ça marche quand on est dans un univers certain, tout fonctionne. Je prends l'exemple de la circulation. En France et en Inde, souvent on dit effectivement l'Inde, la circulation est chaotique, mais ça représente aussi un état d'esprit. Les gens savent naviguer dans une circulation. En France, évidemment, tout est normé. On ne peut pas sortir dans tel endroit, telle vitesse. Donc, on rajoute de plus en plus de contraintes. Et ça, quand on met quelqu'un qui a été formé dans cet univers-là, si on le met dans un univers incertain, chaotique, il ne sait pas conduire en Inde. Oui, je me souviens, j'ai vécu moi-même, j'ai passé mon permis en Inde et j'ai conduit en Inde. En fait, l'idée, c'est de ne pas taper et d'avancer. Et comme j'aime bien dire, il y avait 3 façons de klaxonner en Inde. La première, c'est pour se signaler, une fois. 2 fois, je klaxonne un peu plus violemment. Attention, il va y avoir un problème. Et le klaxon long et continu qui ne s'arrête jamais. Si vous continuez, on va taper. Donc, ça fait un vacarme épouvantable pour un occidental. Mais pour un Indien, il y a différents types de klaxons, par exemple, qui vont lui permettre de comprendre. Parce que le feu rouge, le feu vert, etc., c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avancer et de ne pas taper. Donc ça, c'est 2 façons aussi de penser qui sont différentes. Mais est-ce que tu peux revenir sur... tu parlais du français qui est normé et qui est petit, à qui on dit non, 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 et de l'Indien qui a moins de 3 ans. Comment vont se comporter ses parents? Qu'est-ce qu'on va lui apprendre? On a tendance, c'est vrai qu'en Inde, les enfants indiens, souvent, on peut dire qu'ils sont mal élevés, au standard, on va dire, européen, parce qu'on laisse tout faire. Ça m'avait choqué, moi, à l'époque. On laisse tout faire, ils ont le droit à tout. Souvent, l'enfant est roi. Et ça part aussi, en fait, dans une forme d'indulgence et aussi de dire
l'enfant, il n'est pas suffisamment intelligent, pas intelligent dans le sens, il n'est pas encore âgé ou il n'a pas encore la sensibilité de comprendre ce qui est bien ou pas, ce qui est non, oui. Donc, il va effectivement, on va lui laisser faire les choses, il va apprendre de lui-même. Et souvent, en Inde, la famille, quelque part, les normes de groupe vont faire, à un moment donné, il va se conformer. Et moi, ce que je vois souvent, quand on dit à quelqu'un non, 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 la première chose que l'enfant, en fait, il rêve d'avoir, c'est 18 ans, on peut faire ses conneries. Oui. C'est bêtises. Tout à fait. En Inde, effectivement, c'est un continuum. Oui. Donc, depuis l'âge, effectivement, quand il est jeune, donc c'est de moins en moins vrai. Ça reste effectivement dans les familles, dans l'Inde, effectivement, quelque part, qui n'est pas urbaine. L'éducation traditionnelle, elle est basée par le oui, par l'acceptation que l'enfant, il peut faire des bêtises, il peut s'aventurer, il peut tester, passer trop tôt de le normer. Il va découvrir le monde et il va faire ses propres expériences. Voilà. Alors qu'à contrario, un Français, on va lui dire non, 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 et il aura peur de tout et ça va formater dès le début son mindset. C'est ça, si je... Pour moi, souvent, c'est la clé parce qu'en fait, on éduque souvent l'enfant par le risque. Oui. En France. Tout à fait. Et quand on a en fait une éducation par le risque, quand les enfants qui deviennent des adolescents, qui arrivent en entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose. Bien sûr. Donc, ils disent toujours non. Ils voient toujours le risque. Bien sûr. Et or qu'en fait, quand on a eu une éducation par le oui, on est toujours à l'écoute, on est toujours dans la possibilité de traiter le risque quand on se présente. La circulation indienne, c'est assez caractéristique. Souvent, les Indiens, ils traitent le risque quand on se présente. Oui, donc c'est l'opportunité. Mais ils n'anticipent pas tout le temps. Ils ne font pas des plans sur la comète pour traiter un risque qui peut se produire que sur 5%. D'accord, ok. Et ça m'amuse parce que je repense à pas mal de CV que je recevais de jeunes Indiens où ils ont tous fait Harvard, le MIT et monté 4 entreprises avec des CV de 7 pages. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont 22 ans et qu'ils ont à peine fait un stage. Donc moi, occidental au départ, je me disais, mais ces gens-là sont des menteurs, c'est pas vrai, leur CV, c'est du pipeau. Jamais j'embaucherai ces gens-là. Et à contrario, je reçois des CV de jeunes Français qui parlent de ce qu'ils ont fait dans leur école et il n'y a rien dans leur CV et il n'y a pas d'envie. Est-ce que tu as retrouvé, je suis caricatural exprès. Le CV, c'est intéressant quand on discute sur le CV. Le CV, qu'est-ce que ça nous donne comme indicatif? Bon, en tous les cas, dans le passé, en fait, aujourd'hui, on a tendance à recruter les gens par rapport à ce qu'ils ont fait. Oui, par le passé, tout à fait. Par le passé. Mais le CV ne dit pas ce que la personne a envie de faire. Tout à fait. Le CV ne dit pas ce que la personne peut devenir. Donc souvent, le CV qui part sur le passé, bon, en Inde, effectivement, on est dans un univers hyper compétitif en Inde. Donc les gens ont tendance à gonfler le CV. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont dans la survente. Ils sont dans la survente. Et de l'autre côté aussi, le CV indien, en général, on l'a souvent qualifié de CV curry. Le CV curry, qu'est-ce que c'est? Raconte-nous. Le CV curry, c'est un CV qui est un mélange de beaucoup d'ingrédients, mais qui a une saveur quand même. Donc, qui ne répond pas aux normes françaises, qui est de dire un CV cohérent. Si on a fait telle école, il faut avoir fait tel stage, il faut faire un stage humanitaire, il faut avoir fait un truc, il faut avoir fait une entreprise, il ne faut pas avoir quitté une entreprise en dessous de ces 3 ans, sinon on est instable. Donc, on est dans une logique d'un CV qui doit répondre aux normes, qui disent qu'en fait, la personne est stable, elle est fiable. Alors que le CV indien, c'est tout l'inverse. Il aura fait, parce qu'il a rencontré son cousin à Dubaï, il aura fait une entreprise, 2 ans, il a quitté, il est parti. Donc, on est dans un CV qui constitue une trajectoire et pas en fait répond à une exigence pour entrer dans une case. Et oui, les CV indiens sont souvent vus comme quelque chose de... on va dire, on ne sait pas s'il y a du vrai ou pas. Bon, ça dépend des cas. Il y a des CV qui sont effectivement surjoués, gonflés,
parce qu'ils sont dans un univers compétitif. Je comprends. Donc, oui. Je comprends. Et si on continue dans la carrière, justement, des gens, on parlait d'objectifs business. En France, on parle souvent d'objectifs smart, je ne sais plus, mais atteignables, faciles, réalistes, etc. Et en Inde, c'est tout l'inverse, en général. Raconte-moi cette anecdote que tu m'avais dite la dernière fois sur les Français qui n'en pouvaient plus d'avoir des patrons indiens parce que les objectifs étaient irréalistes. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir travaillé pour des entreprises françaises et des entreprises indiennes en France. Et les entreprises indiennes, donc souvent quand on fixe les objectifs annuels, c'est toujours des objectifs irréalistes pour le standard français, irréalistes, inatteignables. Alors que la loi française, quand on fixe les objectifs pour un commercial, on dit qu'en fait, il faut qu'il lui donne les moyens, il faut que ce soit atteignable. Oui. Sinon, les objectifs, ça ne vaut rien. Oui. Alors que dans l'univers, effectivement, dans tous les cas, les dirigeants indiens que j'ai connus, il faut se donner une ambition, donc une vision. Qu'on l'atteigne ou pas, ce n'est pas grave. Mais il faut quand même, en fait, oser on va dire, avoir une ambition qui permette d'atterrir à côté. Si on est très limité par rapport à ce que nous, on est capable de faire, on s'oublie qu'en fait, on est dans une entreprise. Ce que l'entreprise peut faire est toujours plus grand que ce que nous, on peut faire. Et les objectifs souvent qui sont donnés dans les entreprises indiennes que j'ai vues, c'est toujours au niveau d'une entreprise. Et moins au niveau l'Inde doit aussi, en fait, adhérer et quelque part avoir cette même logique de pensée. Mais voilà, quand on est en France, on revient effectivement par rapport à ce qu'on est faisable, parce qu'on pense effectivement à son target, à son bonus, et c'est limitant pour un dirigeant indien. Ok, très bien, très intéressant. Un des gestes que je préfère, moi, chez les Indiens, et qui est beaucoup aussi dans l'ADN de Mindhunters, sur la troisième voie que prône Mindhunters, c'est que dans le monde entier, on fait oui comme ça et non comme ça, et en Inde, on fait oui comme ça et non comme ça, et après, il y a la fameuse troisième voie indienne qui est « je vous entends ». Je te laisse expliquer ce que c'est et comment on sort de la binarité occidentale où vous êtes intelligent ou stupide, honnête ou malhonnête, où c'est vrai ou c'est faux. C'est pour ça que les expatriés ont un mal de chien à travailler en Inde et à comprendre. Aujourd'hui, quand on regarde effectivement le gestuel en Asie, pas qu'en Inde, et le gestuel occidental, pour traiter le oui et non. Le oui ou le non. On est dans une logique très binaire en Europe, où Exactement. on doit donner ce signal assez clair sur c'est oui ou non. Donc des fois, on peut forcer même les gens à dire c'est oui ou non. On veut avoir une réponse claire. Alors qu'en Asie, on est plutôt dans l'univers assez flou, mais il y a une petite subtilité. Donc tout est traité avec lui, et l'Indien, l'Asiatique, il attend de l'autre qu'il est suffisamment en fait sensible à comprendre que c'est non pour lui. Donc la base effectivement de la confiance, c'est de dire à l'autre, quand c'est non pour moi, je t'envoie un message, ne me force pas à dire non, mais à toi de comprendre que c'est non pour moi. Mais quand tu forces un Indien à dire oui ou non, il va te répondre ce qu'il a envie d'écouter, mais pas ce qu'il a vraiment envie. Ok. Donc, oui, c'est des civilisations qui traitent le oui, le non et le oui avec la subtilité du oui. Je comprends. Moi, il y a un autre point qui m'a fasciné en Inde, c'est la relation personnelle qu'entretiennent les gens les uns avec les autres, où le personnel est avant tout les relations humaines, le personnel, l'amitié, avant l'entreprise. Ce que vont dire certains expatriés, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux Indiens parce qu'ils travaillent entre eux et qu'ils ne sont pas fidèles à leur employeur. Mais en fait, ils sont fidèles aux gens avant d'être fidèles aux entreprises. Et nous, Français, on est fidèles à notre entreprise alors que du jour au lendemain, on peut se faire licencier par un PDG à New York qui a décidé de faire un plan social et nous, on a été corvéables à merci pendant des années sur notre entreprise. Tu vois ce dont je parle? Il y a deux choses. Souvent, moi,
souvent dit, Kumar, tu as beaucoup changé d'entreprise. Et j'ai dit toujours, j'ai changé d'entreprise, mais j'ai toujours été fidèle avec mes collègues. Je suis toujours en contact avec le stagiaire avec qui j'étais en 95. D'accord. Chez Paribas. Je le vois toujours. Donc, tous les collègues avec qui j'ai travaillé, souvent je suis fidèle, je suis toujours en contact. Donc, les noms des entreprises changent. Les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ils ont peut-être été rebrandés, changé de nom. Mais par contre, les noms des gens ne changent pas. Et chez les Indiens, moi, ce que j'ai eu en tous les cas en Inde, dans le milieu professionnel, il n'y a pas vraiment cette distinction entre le vie privée et vie professionnelle. Ce qui est exactement à l'opposé en France. En France, on maintient une frontière. On essaie de défendre une frontière entre ce qu'on est dans le privé, ce qu'on est dans le professionnel. Et souvent, les gens disent, moi j'ai déjà entendu des gens dans les entreprises, grandes entreprises françaises dire, je ne viens pas au travail pour me faire des amis. Oui. Et en fait, souvent, les gens, en fait, au travail, quand la situation est tendue, ils s'engueulent. Et le gars, en fait, il propose, ou la personne propose de prendre un café, un déjeuner, parce qu'en fait, c'était dans le contexte professionnel. Donc, ils font l'univers. En fait, dans un univers professionnel, on peut se permettre des choses qu'on ne ferait pas dans l'univers privé. Et on ramène la personne, effectivement, à aller déjeuner, prendre un café. En France ou en Inde? En France. Oui. Parce que, on va dire, on a eu une situation tendue dans le monde professionnel, on va se réconcilier dans le monde privé, on va prendre un café, un déjeuner. C'est quelque chose qui ne marche pas avec les Indiens. Non. Parce qu'on ne peut pas être différent dans le monde professionnel et être une autre personne dans le monde privé. Exactement. Et combien de fois les gens, en fait, quand ils vont prendre un pot avec leur boss, finalement, ils disent, finalement, il est sympa. Exactement. Ça veut dire qu'ils ont côtoyé dans l'entreprise quelqu'un de différent. Exactement. Et là, ils retrouvent, en fait, l'autre visage. Et ça, par rapport à ce que tu as vécu en Inde, parce que les Indiens, ils sont la même personne. Exactement. Dans les deux univers. Et la première question que va vous poser un Indien quand vous discutez avec lui, c'est si vous avez des enfants, il va vous inviter à dîner chez lui, etc. Et culturellement, alors qu'un Français, s'il se fait inviter à dîner par un fournisseur où jamais il va accepter, il va trouver ça bizarre parce qu'il y a cette dualité entre la vie pro et la vie perso. Oui, je dis toujours, par exemple, en Inde, quand on va en Inde dans une entreprise, tu peux être invité à dîner sur 24 heures. C'est ça. En France, c'est 24 mois. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on doit passer des étapes avant de rentrer dans l'intimité, dans la sphère privée de la personne. On doit passer un certain nombre d'étapes de tests. Tout à fait. Alors qu'en Inde, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une logique où on est dans la logique en France. Pour avoir confiance sur quelqu'un, il faut gagner sa confiance. Oui. En Inde, on donne la confiance d'abord. Par défaut. Par défaut. Pourquoi? Parce que la personne, elle part de l'idée que c'est de l'ordre, on va dire, du mystique. La personne te voit et soit elle t'invite ou ça n'invite pas. Je comprends. Alors qu'en France, c'est un processus. Il faut, avant d'être invité par son collègue à son mariage, il faut quelques années. En Inde, ça peut être le lendemain. Oui ou non? Parce que le départ, elle est basé sur comment j'invite l'autre dans ma sphère. On ne met pas l'autre dans ce processus de test, de prouver en fait qu'il est éligible de rentrer dans mon univers. Par défaut, on lui fait confiance. Par défaut, on a envie de le connaître. Envie de connaître. Bien sûr. Donc la curiosité insatiable des Indiens qui peut paraître pour les Français un peu gênante ou impolie. Très surpris. Qu'est-ce qu'il veut pourquoi il m'invite? Je ne le connais pas. Donc vraiment deux mindset par défaut très très différents. Et si on donne peut-être un dernier exemple sur ce sujet-là de différence culturelle et de mindset entre les Français et les Indiens, parle-nous s'il te plaît un petit peu des conglomérats indiens qui moi m'ont beaucoup fasciné. Par rapport à la post-rationalisation occidentale d'un groupe avec la raison d'être, avec le scale, tout l'artifice qu'un Français se ferait dans sa tête de la symbiose d'un groupe et de l'intérêt d'une filiale à une autre, par exemple.
les groupes, les conglomérats indiens versus. Donc, la définition d'un conglomérat, pour expliquer un conglomérat, je dirais, c'est un portefeuille d'activités industrielles qui, souvent, n'a pas de cohérence entre elles. Donc, c'est des groupes qui sont constitués par opportunités d'affaires. D'accord. Organiques ou inorganiques. Qui souvent, en fait, sont des conglomérats familiaux en Inde. Donc, la France a aussi sa tradition de très grands groupes familiaux. Oui. Qui sont souvent assez similaires quand on regarde l'immobilier, même s'ils sont dans le retail, mais on est sur des univers d'activités assez différents. Il y a beaucoup de groupes familiaux. Le seul driver, c'était la constitution des portefeuilles d'activités qui peuvent être en fait sur des univers différents. Et souvent, les entreprises qui ont été constituées on va dire, en Europe ou je dirais dans le monde aux États-Unis, très issues de la logique industrielle, révolution industrielle, Taylorisme, on est dans la core competencies tout le temps. Ok. Donc, on cherche effectivement toujours la cohérence dans un groupe. Si on fait de l'acier, on doit faire que de l'acier. Ou intégration éléments, verticale, ou des choses comme ça. Tout ça. Mais on ne peut pas faire de la bière. En Inde, c'est possible. On peut faire de l'acier, on peut faire de la bière. Donc, et ça marche. Et ça marche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le core business, effectivement, de ces conglomérats, c'est d'être à l'écoute des opportunités, de transformer ces opportunités. Moi, je me rappelle toujours, effectivement, le discours annuel du patron du groupe Tata. Qu'est-ce qu'ils attendent, effectivement ? C'est des groupes qui sont planétaires, qui sont dans toutes les activités, excepté l'arme et l'alcool, comme ça qu'ils se définissent. Ouais. Mais ils disent, effectivement, ce qui est important pour un dirigeant aujourd'hui, c'est de sentir les opportunités, être capable de voir les opportunités. Souvent, en fait, on oublie. Tout le monde ne voit pas les opportunités. Non. Tout le monde n'est pas câblé pour voir des opportunités. Et un dirigeant aujourd'hui, si je dois résumer quelque part ces groupes, ils sont en expansion parce qu'ils sont à l'écoute, ils sont en éveil, ils sont en train de regarder l'opportunité. Et le risque, il y a des gens très intelligents pour le gérer. Oui. Mais le dirigeant, lui, c'est l'opportunité. Oui, et l'envie de gagner et pas la peur de perdre. Et c'est un mindset, justement. Il faut essayer. Donc, l'univers, quelque part, de ces conglomérats, ils essayent. Quand on prend l'histoire du groupe Tata, c'est fascinant. Ils sont nés, en fait, à l'époque coloniale, quand, en fait, les Indiens étaient interdits de créer des entreprises. D'accord. Quasiment. Donc, il part sur du café, il va en Éthiopie, il va tester le café, ils vont aller en Chine, ils vont tester toutes les affaires possibles. Mais dans un contexte qui n'était pas du tout favorable. Mais avec cette ambition de dire, il faut créer quelque chose pour l'Inde. D'accord. Donc, il faut créer quelque chose pour l'Inde. Ce n'est pas les Anglais qui vont créer quelque chose pour l'Inde, c'était les Indiens. Ce groupe, effectivement, avait un sens, avait un purpose, qu'on dit aujourd'hui. Il est né, en fait, de cette vocation de comment, en fait, on va faire quelque chose pour l'Inde. Et c'est une fondation, il pèse peut-être aujourd'hui 6 à 8% du PIB indien, qui est une fondation, donc quasiment tous les dividendes sont reversés effectivement à ces fondations, qui sont des hôpitaux, des universités, des écoles. Incroyable. Et donc tout ça, après avoir donné tous ces exemples, on a essayé d'être le plus concret possible vis-à-vis des gens qui nous écoutent. Comment toi, aujourd'hui, ton mindset, Kumar, a joué un rôle dans ta carrière et à ce que tu fais aujourd'hui, en fait ? Quelque part, mon mindset, c'est vrai que c'est une agrégation de mon parcours que j'ai vécu en Inde, en France, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont nourri aussi, des échanges. Donc, moi, je suis très reconnaissant à toutes les personnes formidables que j'ai rencontrées en France. Parce que quand on passe 1 heure avec quelqu'un au déjeuner, en France, effectivement, on a le cliché du Français qui passe du temps à table. Mais en fait, c'est un moment fondamental parce que c'est un moment où la personne donne de son temps. Oui. Elle aussi, elle partage un vécu. On peut, sur 1 heure, s'échanger 10 ans de vie, 10 ans d'expérience. Et ça, c'est nourrissant. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, en fait,
pratiqué quelque part. Si je dois résumer effectivement comment mon mindset m'a permis de quelque part de naviguer aujourd'hui dans cet univers, j'ai toujours cru que il faut aller dans des univers. On peut aller dans des univers sur lesquels on n'est pas prédestiné. Je prends mon exemple. J'ai démarré dans la banque une dizaine d'années. Oui. J'ai quitté une grande banque pour aller dans un petit cabinet de conseil. Oui. Une grande banque qui faisait 200 000. Je suis allé dans un cabinet qui faisait 600 personnes. On m'a pris pour un fou. Donc, pourquoi quitter un grand groupe? On pouvait faire carrière, aller dans un petit cabinet pour faire du consulting. Et c'est des choix qu'aujourd'hui, je ne regrette pas et je suis content d'avoir fait parce qu'en fait, ça m'a ouvert un autre univers. Ok. Puis en fait, ça m'a ouvert. Le conseil, j'en ai fait quelques années, donc j'avais envie de créer une entreprise. J'ai créé une entreprise en plein milieu de la crise de 2008 qui n'a pas marché. Donc j'ai échoué royalement sur cette première initiative entrepreneuriale, mais ça m'a reconnecté avec l'Inde. Je comprends. Reconnecter en Inde parce qu'au fond de moi, je voulais reconnecter et l'entrepreneuriat m'a permis de reconnecter. J'ai découvert via cette expérience des grands groupes indiens. Oui. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler pour ces grands groupes en France. Et à chaque fois, je pense, c'est quelque part d'aller sur des territoires. Souvent, les gens, comme je disais pour le CV, les gens regardent le CV et ils pensent qu'en fait, tu ne peux pas faire ça. Mais tout le monde est capable de faire des choses, aller dans des contextes, dans des univers. Oui, ça prend un peu de temps. Il faut se donner ce temps-là, mais tout le monde peut naviguer. Et pour moi, j'ai cette conviction d'aller sur des territoires, d'apprendre, de comprendre et de prendre plaisir. Parce qu'en fait, on rencontre dans ces univers-là des gens exceptionnels. Si j'étais resté dans la banque, j'aurais jamais côtoyé des gens qui sont dans le musée, jamais dans le textile, jamais j'irais dans le recrutement. Donc pour moi, c'est ça, c'est comment en fait on se constitue un écosystème qui nous nourrit. Oui. Parce que souvent le salarié dans l'entreprise, il est tellement cloisonné et s'appauvrit intellectuellement. Bien sûr. Je caricature un peu. Je comprends très bien. Merci beaucoup, Kumar. Quelques questions maintenant sur... ça serait quoi ta définition? On a parlé beaucoup de culture entre l'Inde et la France, de différences culturelles. Ma question, c'est quelle est ta définition de la culture d'entreprise? Et ensuite, est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes cultures d'entreprise que tu as côtoyées et ce que tu as aimé et pourquoi? Quelques exemples concrets. Dans si on se focalise par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui autour de mindset et aussi comment la culture soit elle est top-down. Non? Donc on dit qu'on veut voir les 5 éléments de la culture, on essaie de désespérément la descendre, ou ça peut être l'inverse. Ça veut dire que ça vient des personnalités, des dirigeants qui façonnent une culture, qui peut être souvent, en fait, il y a certaines entreprises, les gens se sentent bien. Parce qu'en fait, l'univers dans lequel ils côtoient est plutôt, on va dire, en phase avec leurs valeurs, avec leurs convictions. L'entreprise, moi, j'ai cette conviction que c'est un univers où les gens viennent de différentes trajectoires, des différentes croyances, des différentes valeurs. Okay. Et j'ai dit toujours, ce que nous, on a connu comme valeur dans notre foyer n'est pas la même quand on est dans son entreprise qui est une forêt. Oui. Les valeurs d'une forêt ne fonctionnent pas comme les valeurs du foyer. Oui. Souvent, les gens disent dans une entreprise, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas avec les mêmes valeurs, les mêmes fonctionnalités. Donc, la culture de l'entreprise au quotidien, les gens oublient en fait ce que l'entreprise a mis à l'entrée de l'immeuble, les valeurs de l'entreprise. Et au quotidien, ils sont confrontés à des valeurs différentes des individus. Mais donc, si on avait, question compliquée, je sais bien, à définir ta définition de la culture, ce serait quoi, de la culture d'entreprise? La culture d'entreprise, pour moi, c'est quelque chose comme... il y a une trajectoire. Okay. Donc, l'entreprise, effectivement, elle veut exister, elle veut porter un message. Okay. Donc, on voit de plus en plus la logique du sens.
Oui. On sort le côté marketing de la culture, mais on a compris que c'est peut être quelque chose de liant. Okay. Donc, c'est une trajectoire. Mais comment on amène effectivement l'écosystème des humains qui peuvent avoir... C'est comme une équipe de foot. Hein, les gens qui arrivent avec des cultures, des langues, des attitudes différentes. Mais que concrètement, collectivement, il faut gagner. L'entreprise a la même chose comme challenge. Je prends cet exemple de foot parce que j'ai un ami, effectivement... moi, je ne suis pas du tout de l'univers du foot, mais j'ai un ami avec qui j'ai beaucoup parlé effectivement de cet univers de foot, comment il réussit en mettant des gens qui viennent de cultures différentes. À travailler ensemble et à gagner ensemble. À gagner ensemble. Et c'est assez intéressant parce que c'est assez représentatif en fait de l'enjeu de l'humain et la valeur qu'en fait, comment le dirigeant peut façonner. Et in fine, en fait, les gens gravitent auto-façonnés. Et indépendamment de ce que la personnalité morale qui est une entreprise peut afficher, mais la personne physique, ce qu'elle affiche comme valeur, c'est ça qui fait les lions. D'accord. Donc on suit plutôt le dirigeant d'une entreprise que les valeurs qui vont être marquées sur les murs. Personne aujourd'hui signe un contrat de travail parce qu'en fait, l'entreprise, elle a affiché les 5 valeurs. On travaille avec des gens avant de travailler avec des entreprises, en fait. Bien sûr. D'accord. Ok. Et dans les entreprises dans lesquelles tu as travaillé, certaines entreprises indiennes, d'autres entreprises françaises, est-ce qu'il y en a quelques-unes dont tu pourrais nous parler un peu de leur culture ? Pour moi, je pense que dans les expériences que j'ai eues, il y a vraiment deux types de catégories d'entreprises que j'ai côtoyées. C'est les entreprises qui sont en forte croissance. Ok. Ils sont dans une logique de conquête. Quand l'entreprise est dans une logique de conquête, de croissance, le management, il est dans cette logique de growth mindset. Okay. On est dans la recherche d'opportunités, de prise de risque, de tester. Quand l'entreprise est plutôt mature, et plutôt dans la maintenance d'un revenu, on fait tourner, on fait exister, là, je dirais, c'est le terrain propice pour tout le management toxique. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas trop d'opportunités et on essaie de maintenir, on essaie d'exister dans la structure. Et quand je dis toujours, les discussions entre tes collègues, 80% des discussions seront des problèmes internes, il n'y a que 20% des discussions seront des problèmes clients, on est dans la mauvaise structure. Ah, ça c'est bon ça. L'inverse, quand on est 80% des problèmes clients, 20% des problèmes internes, on est dans la bonne structure. Donc pour moi, j'ai côtoyé les deux et j'ai toujours quitté en courant les entreprises dans lesquelles on passe 80% de temps à penser sa place dans sa structure, son existence dans sa structure et les problèmes de Pierre-Paul Jacques dans la structure. D'accord. Et ça, s'il n'y a rien de pire, en tous les cas, pour le growth mindset, il faut fuir à tout prix. D'accord. Et je repense à tes différentes activités chez Wipro ou chez LTI, etc. Il y avait des similitudes dans toutes ces entreprises, puisque c'était des entreprises françaises, indiennes, dans l'IT. Est-ce qu'elles avaient toute une culture plus ou moins similaire par rapport à d'autres boîtes françaises où tu as travaillé aussi chez BNP Paribas, si je me souviens bien ? Oui, en fait, on est vraiment sur deux typographes, de types d'entreprises complètement différentes, parce que c'est vrai que les entreprises indiennes elles sont dans une logique de conquête. Donc de croissance. Et d'ambition. Donc on essaye, on fait des paris. Okay. Alors que dans une entreprise, je dirais, qui est mature, qui tourne, donc souvent des très grandes entreprises, finalement, ils ont atteint telle taille où souvent la marque qui vend. Et je dis toujours, en fait, souvent, l'effort d'une personne, qu'elle travaille ou pas, on fait toujours les milliards. Donc la contribution de l'individu, elle est marginale. Oui. Alors que dans une structure où on est en forte croissance, on est en conquête, l'individu compte. Oui. S'il ne travaille pas, on voit un impact immédiat sur le résultat. Donc oui, je pense qu'en fait, il y a une distinction entre les entreprises qui sont matures, qui fonctionnent, parce que c'est des machines qui tournent, ou dans des entreprises qui sont dans une logique de conquête, qui sont en permanence, se remettre en cause, ils sont en start-up permanent, même si c'est une multinationale. Ok, je comprends. Et ça me fait penser à une phrase que les Indiens disent beaucoup, ou qu'on disait beaucoup en Inde à l'époque, « expect the unexpected ». Expect the unexpected. Ce que n'aiment pas trop les Français, by the way.
Oui, parce que quelque part, on revient en fait à la gestion de l'incertitude. Quand on a été formaté pour agir dans l'incertitude fait peur. Et on veut toujours, souvent, cadrer tous les risques. Oui. Et la fonction risque en Europe, c'est une fonction qui est en pleine expansion. La fonction compliance en pleine expansion. Oui. Le monde de l'assurance est plein d'expansion. Pourquoi ? Souvent, l'Occident est géré par les assurances et les risques. Tout à fait. Tout, partout. On prête sa voiture à son ami, l'assurance joue. Oui. En Inde, tu prêtes ta voiture à ton ami, on ne se pose même pas de questions. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on est dans un univers où on gère les risques. Il faut couvrir les risques tout le temps, dans l'hypothèse où ça peut se présenter. Donc, on est vraiment dans du défensif par rapport à aller chercher une opportunité. Et la deuxième phrase que j'aime beaucoup, c'est transformer un problème en opportunité. Et les Indiens sont quand même hyper forts sur ce sujet-là. Donc, les Indiens, c'est vrai qu'ils sont dans un univers contraint, où dès qu'on sort de sa maison, il n'y a que des problèmes à gérer. Il n'y a que des problèmes, il n'y a que des risques. Pollution, trafic, le risque, chaleur. Il est omniprésent. En permanence. Et il faut traiter, mais il faut avoir foi en soi aussi. Foi en soi quand on est en Inde. Et foi aussi, quelque part, je dirais, à l'humain. À l'humain, parce que c'est fondamental. Si en fait, on a parfois en fait en soi et sur l'humain, le monde dans lequel on est est bourré de risques. On peut mourir en Inde. Souvent, les Européens, quand ils arrivent, ils pensent qu'ils vont mourir dans les routes. C'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, je pense qu'effectivement, le mindset indien de convertir quelque part des problèmes, effectivement, des contraintes en opportunités, c'est une vraie, comment dire, un mindset. On l'a vu aussi dans le cas du lancement du satellite là, qui atterrit sur la Lune. Raconte-nous ça. C'est le budget le plus petit, en tous les cas. C'est plus petit qu'un cinéma américain qu'ils ont utilisé, mais ils avaient une contrainte de trajectoire. Donc, ils ont contourné une trajectoire, en fait, pour baisser, en tous les cas, le coût de fabrication de la mission, avec une technologie qui était plutôt, entre guillemets, du smart technology ou de low-tech. Donc, la même mission qui aurait été faite par un Américain ou un Russe... Pour envoyer un satellite sur la Lune, ça aurait coûté 4 fois plus. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est tout le temps à la recherche. Et il y a un élément, en fait, que moi, quand j'étais en Inde, les Indiens disaient c'est toujours cheap and best. Cheap and best et long life. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on achète, on regarde si c'est cheap and best et long life. Ça veut dire qu'en fait, la durabilité était quelque chose de fondamental dans l'acte d'achat. De moins en moins vrai aujourd'hui. Les gens achetaient une voiture pour à vie. Ça existait en Europe. Mais on est rentré dans cette logique où, en fait, on revient en fait au besoin, en tous les cas, d'acheter des choses qui sont durables, qui sont pertinents par rapport à l'usage, au prix. Mais c'était le mindset indien, c'est cheap and best et aussi long life. Et derrière, effectivement, il faut à la recherche permanente des opportunités. Pourquoi dépenser plus pour quelque chose qu'on pourrait trouver mieux ? Bien sûr, ça me fait penser à Navi Raju, qui est le chantre de l'innovation frugale. C'est faire autant avec moins ou faire plus avec autant. Et les Indiens sont... L'exemple que tu donnes du satellite est excellent. Si on revient au mindset et à ton parcours de vie, est-ce que tu peux nous raconter, ce sera peut-être la dernière question, mais j'aimerais bien que tu ailles peut-être un peu en détail là-dessus. Tu avais tout pour toi il y a encore quelques mois ou quelques années pour un occidental, un beau job, un beau salaire, des beaux clients, une reconnaissance, de la puissance, et tu as tout plaqué il y a 1 an et demi à peu près, en accord avec ton employeur pour te lancer sur un projet qui pour un Français ou un occidental paraissait complètement fou et irréalisable, et tu es en train d'y arriver. Est-ce que tu peux nous raconter
comment t'en es arrivé là et pourquoi tu es parti et ce que c'est que ce magnifique projet. Mais il fallait avoir le mindset pour ça. On a eu l'occasion, Tim, quand j'étais parti dans ce projet-là, on a fait... j'ai eu pas mal de retours. Donc, sur le projet. À ton âge, c'est trop risqué. Oui. Oui, sur ton projet. C'est un univers que tu connais pas. Donc, en fait, c'est difficile d'y aller. Trop de risques et pas cohérent par rapport au parcours. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois dans toute ma carrière. Et moi, j'étais convaincu que ce qui m'animait, c'était de changer d'univers. Je vais prendre le temps. Donc, pour moi, le temps, c'est un allié capital. Tout prend du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir jour au lendemain parce qu'il faut faire sa propre transformation. Il faut que son écosystème t'accompagne. Ton premier partenaire, effectivement, c'est ton épouse qui doit être convaincue de parce que c'est quelque chose que tu fais à deux. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose que c'était latent en moi. Et ça a maturé et je pense que le timing était bon pour moi. Vu de l'extérieur, le timing n'était pas bon, mais pour moi, le timing interne était bon. Donc, j'ai fait le switch pour, effectivement, vivre de ce que moi, de mes passions, de ce qui m'animait. Et je ne le regretterai jamais parce que quand on sort, effectivement, d'un univers salarié dans lequel, effectivement, tout est normé, tout est fini. Dans le monde de l'entreprise, on est dans un univers fini. On sait ce qu'on va faire dans 1 an, dans 3 mois, dans 4 mois. On sait ses objectifs. Donc, on est vraiment limité par ce qu'on peut faire. Il n'y a pas la place à l'incertitude. Il n'y a pas la place, en fait, à la découverte de l'inattendu, à l'incertain, au chaos. Alors que moi, j'avais besoin de ce chaos, j'avais besoin, effectivement, de cette incertitude pour exister. Pour exister, parce que pour moi, c'est cette décision d'avoir quitté, effectivement, cet univers, ça m'a ouvert des univers que j'avais jamais les clés pour rentrer. Jamais j'aurais pu rencontrer des gens aussi passionnés, des gens qui ont des projets de vie différents, qui ont des carrières différentes. Alors, tu nous fais baver, là, raconte-nous ce projet. Quelle est ta nouvelle vie, Kumar, depuis quoi, 1 an et demi à peu près? 1 an et demi maintenant. Ouais, ça passe vite. Le cœur de mon sujet, effectivement, c'est ce projet effectivement un peu fou de créer un tiers-lieu en Inde autour du textile. Donc, c'est une ancienne filature qui est à Pondichéry, dans le sud de l'Inde, qui a été effectivement créée par des Bordelais au 19e siècle, qui était pour le textile, qui était destiné ni pour la France ni pour l'Inde, mais pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est une usine que moi j'ai connue parce que mon grand-père était dans cette usine-là. Une bonne partie de ma famille a travaillé dans cette usine, mais je ne suis jamais rentré dans cette usine. D'accord, ok. Donc je suis rentré dans cette usine à 50 ans par rapport avec ce projet-là. Ok. Et la première fois que je visite cette usine, c'est un univers qui s'ouvre à moi. C'est des constructions, des machines à vapeur qui sont délaissées telles quelles, une forêt urbaine en cœur de la ville, au plein milieu de Pondichéry, autour de la circulation et de la pollution. On est dans un univers complètement déconnecté de la réalité indienne en quelque part. Et moi, ça m'a donné cette envie de comment on pourrait transformer ce lieu-là à l'image de ce que la France a fait, comme dans le Nord, à Roubaix, transformer ces anciennes filatures en tiers-lieux, en lieux culturels, ouvrir au public. Et c'est là qu'est parti un peu ce projet fou. Donc, on a rencontré, on a embarqué, on a créé une fondation. Voilà, donc cette année, ça va être une année importante pour nous, pour lever les fonds pour faire la phase d'études. Donc, tous ces projets-là, c'est fascinant, mais ça ne permet pas de vivre. Donc, il faut que je vive parallèlement. Donc, effectivement, en France, avec un associé qui, lui, effectivement, a aussi un parcours fascinant d'avoir créé en Inde une success story. Oui, Jérémy Sabag, qui est à la fois un entrepreneur à succès en Inde et un avocat. On a créé une structure à Paris pour accompagner les entreprises indiennes dans leur développement et notamment sur le sujet des questions.
D'accord, ok, très bien. C'est assez remarquable et rafraîchissant d'entendre tout ça, mon cher Kumar. Est-ce qu'il y avait peut-être une dernière, un conseil, un point de vue, une suggestion que tu voudrais donner aux gens qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs, des dirigeants ou d'autres gens qui souhaitent avoir un peu d'inspiration? Aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est d'être quand même en fait conscient. On est dans une phase où tout change. Toutes les certitudes qu'on avait, tous les éléments dans lesquels on a été formaté, tout ça, il faut réapprendre. On va dans un univers, on va dans un monde qu'il faut aller réapprendre tout le temps. Et si je dois, moi, je résumais quelque part, c'est d'avoir cette ouverture et aussi cette capacité à accueillir, créer de l'espace en soi pour accueillir l'incertitude. Si on crée de l'espace en soi, dans sa tête, pour accueillir l'incertitude et de dire « je suis capable de le traiter », on fait un gap fondamental dans la façon dont on va fonctionner. Très bien. Donc cette ouverture, elle est fondamentale. Donc on ne maîtrise rien de demain, mais avoir cette conviction qu'on va y arriver. La trajectoire est très, très importante. La destination, elle se verra toujours. Très bien, très bien. Merci beaucoup, cher Kumar. C'était un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Et je vous dis à la prochaine fois avec un nouvel invité exceptionnel. À bientôt.